Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au débat de ce mardi. La réforme constitutionnelle adoptée par le Parlement le 14 novembre 2025 est au cœur de l'actualité. D'un côté, les partis de la mouvance présidentielle, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, avec le gouvernement, ont lancé une vaste mission conjointe de diffusion et d'explication sur toute l'étendue du territoire national du 22 au 29 novembre 2025. Ils parlent de pédagogie républicaine pour garantir l'appropriation de ces innovations. Et de l'autre côté, cette démarche politique est tempérée par une résistance juridique significative. Des recours ont été déposés devant la Cour constitutionnelle et ces recours ne contestent pas seulement la forme du processus, mais s'attaquent également au fond du texte révisé. Le débat de ce soir, mesdames et messieurs, se situe donc à la croisée de ces deux chemins, celui de l'offensive politique sur le terrain et celui du verdict institutionnel attendu. Nous débattons donc de l'attitude de la mouvance et de l'opposition suite à cette réforme constitutionnelle. Et si nous avons le temps, en seconde heure, on abordera le projet de loi de finances pour l'année 2026 avant le balai actuel des ministres et autres responsables d'institutions qui passent comme d'habitude à défendre leur budget. Le ministère des Finances a présenté la semaine dernière les grandes orientations du projet de 2026. Si les grandes orientations maintiennent le cap d'une gestion macroéconomique rigoureuse, croissance projetée à 7,1%, contrôle de l'inflation et de la dette, la gestion 2026, mesdames et messieurs, se veut résolument sociale. Le budget met en lumière des programmes phares comme le microcrédit à la FIA, l'accélération de la généralisation de l'assurance maladie universelle et le programme de logements sociaux ainsi que le GBSOKE. L'objectif affiché est de renforcer la transformation structurelle de l'économie tout en répondant aux besoins directs des citoyens. Nous allons donc débattre, si nous avons le temps, des choix budgétaires. S'agit-il d'une manœuvre sociale conjoncturelle ou d'un engagement durable du gouvernement pour l'amélioration du quotidien? Et le débat ce soir se fera avec vous. Kazmit Pedjor, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir chers téléspectateurs. Didier Mankou, il est là. Mais je vous présente d'abord Oméo Haïsegbe. Bonsoir. Bonsoir Madame Angèle, bonsoir chérie. Et vous, Didier Makou, bonsoir madame. Vous êtes acteur politique, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. Merci d'être là. Allez, nous allons démarrer par la tournée en cours donc sur l'ensemble du territoire national. Casimir, si vous le voulez bien, je commence par vous. Oui. Vous voulez? Allez, une tournée d'explication. Le gouvernement et les partis, on va dire de la majorité parlementaire, se déploient pour faire comprendre la réforme constitutionnelle. Alors, au-delà de l'appropriation citoyenne, est-ce que la majorité ne chercherait-elle pas également à asseoir une certaine, je dis certaine, légitimité du texte sur le terrain avant le verdict de la Cour constitutionnelle, au vu surtout des critiques autour? Voilà la question. Toute la question est autour de ça. Pourquoi le faire? Pourquoi c'est maintenant? La constitution dont nous avons hérité, ou du moins que nos pères nous ont laissé en 90, aurait voulu tout à fait le contraire. Qu'on commence d'abord par donc, cette tournée de sensibilisation, parce que je l'ai toujours dit, même sur votre plateau ici, cette réforme m'a laissé un goût d'inachevé. Je continue par le dire. Ils iront expliquer quoi aujourd'hui? Un député comme Akhenaton Tode, qui est donc de la 24e précisément d'Agoni, ira expliquer quoi, en fait, quel français à ses parents qui sont typiquement dans le développement socio-économique. Des populations, à qui ils vont, ça va leur servir à quoi? La politique à Agoni, c'est pas ce que les gens veulent avoir, mais ils veulent savoir pourquoi les galettes, ils n'arrivent pas à bien produire leurs galettes et pourquoi il n'y a pas le marché. Ils veulent comprendre pourquoi l'huile d'arachide ne se coule pas et que ça, de plus en plus, c'est cher. À Boycon, les gens veulent comprendre c'est quoi le développement, pourquoi on a tant de difficultés. C'est ça ce qui intéresse. Mais lorsque vous avez révisé une constitution comme ça, je l'ai dit sur votre plateau, et que vous ne lui donnez aucun contenu de développement au XXIe siècle, vous irez maintenant expliquer quoi? Ça ressemblerait
à cette image que j'ai envie de décrire sur votre plateau. Quand nous étions petits, je bastonnais l'enfant du voisin. Et c'est après que mes parents vont aller s'excuser. Et chaque fois, le voisin me demande et demande à mes parents, vous avez fini de taper mon enfant. Maintenant, vous venez justifier donc, quoi? Donc la méthode après coup ne vous plaît pas, Kazini Pidjo, c'est cela? Le mieux aurait été qu'on mette la charrue avant les bœufs. D'accord. Pour expliquer aux populations, voilà ce que nous voulons faire. De quoi avons-nous peur? Mais qu'à cela ne tienne, nous avons le devoir de reddition de comptes sur nos actes posés. Si c'est ça, les députés vont expliquer aux populations. Je crois qu'ils trouveront tout leur sens. Mais pour ce que vous avez révisé, le test, nous-mêmes qui avons été à l'école, qui maîtrisons un peu, qui savons parler un peu le français et savons lire, on n'a pas encore eu le test original pour lire et comprendre déjà. Maintenant, ce n'est pas mes parents qui ne savent lire, parce que quand vous allez passer, les parents vont nous appeler pour dire, mes chers fils, ce qu'ils ont dit là, c'est quoi? Et c'est à nous de leur expliquer pour qu'ils comprennent. Donc, véritablement, je ne sais pas à quoi ça va servir cet exemple. On a déjà ovationné pour donc ce test qui a été voté et c'était une bonne chose qu'on a dite ici. Mais maintenant, aller expliquer ça, moi, je ne trouve pas le bien fondé. Passons à autre chose. Attendons que la Cour promulgue ou bien la Cour, enfin, pas promulgue, la Cour contrôle donc la constitutionnalité. Certains articles, comme vous l'avez dit. Et quand on l'aurait fait, et que le chef de l'État va donc promulguer, certainement, le gouvernement va promulguer, on pourra revenir ici ou bien on pourra aller expliquer. Et si la Constitution, à cette étape-là, déclarait la nouvelle monture inconstitutionnelle, ils vont arrêter leur mission sur le terrain. Je crois qu'il y a la charrue toujours avant la bœuf. Il va falloir se patienter. Robert Waïsegbe, le fait après coup n'est pas idéal. Moi, je demandais si cette démarche, au-delà de l'appropriation citoyenne, ne vise pas aussi une certaine légitimité, asseoir une certaine légitimité du test sur le terrain avant le verdict de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, Madame Angèle. Moi, je ne vais pas tout de suite dire quelle est ma position par rapport à la démarche. Mais quand même, en me basant sur le rôle du député, en réalité, c'est pas... c'est vrai, quand je vais dire, vous allez dire que c'est de la Constitution qu'il s'agit. Sinon, ce n'est pas toutes les lois que le député doit voter à l'Assemblée qui doit forcément aller prendre l'assentiment de la population, puisque par essence, il représente la population à l'Assemblée nationale. Et son devoir, effectivement, c'est de débattre autour des propositions de loi et de les voter. Alors, lorsque la loi elle est votée, il y a cette obligation, je crois que c'est à cette obligation que les leaders politiques sont en train de se plier pour satisfaire, puisque nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai qu'elle n'est pas encore promulguée, c'est vrai que la constitutionnalité n'a pas été prononcée pour le moment, mais ça va quand même dans les deux cas, ça va à l'avantage de la population et même des députés, puisque entre-temps, si ça devrait connaître une certaine, je dirais, un certain bras de fer, bon, c'est vrai qu'on n'est plus là, c'est quand même bien que la population, que nous soyons informés de la loi qui est votée. Mon cher aîné vient de parler du fait que nous n'avons pas encore le document sous la main et qu'on n'a pas encore le contenu. C'est vrai. Mais jusque-là, les explications que donnent les députés, donc ceux qui ont voté, ne sont pas différents de ce qu'ils ont laissé dans l'opinion publique, c'est-à-dire la communication qu'il y a eu en amont avant que le vote n'ait lieu. Et jusque-là, ce que moi je trouve qui est important, c'est qu'avant de pouvoir punir, comme l'aîné a pris un exemple d'un enfant qu'on frappe, avant de pouvoir punir quelqu'un, avant de sévir par rapport à la loi, il faut quand même informer les sujets par rapport aux nouvelles dispositions qui viennent. Et je ne pense pas qu'il faille attendre que la loi soit promulguée et même que ça soit, je ne sais pas, déjà que tous les sujets soient sous le coup de cette loi-là, d'abord avant qu'on ne vienne nous expliquer la loi. Donc la démarche pédagogique qui est faite par les leaders politiques, moi je trouve ça bien séant et bienvenu. Maintenant, après coup, il faut reconnaître une chose,
c'est que nous avons besoin de suivre le pas, c'est-à-dire nous avons besoin d'avoir le support pendant que ceux qui viennent nous en parler, nous en parlent. Et par rapport au support, si nous avons des inquiétudes, on peut poser des questions. Donc, pour ça, je ne m'inscris pas totalement contre le fait qu'on a le désir de connaître, puisque c'est l'acte de naissance, jugement supplétif de notre pays. Et donc, tout le monde a envie d'avoir ce document-là, puisque nous incarnons, le Bénin est né en nous, puisque nous sommes nés au Bénin. Et donc, l'acte qui permet de bien vivre au Bénin désormais est en train d'être décidé. Mais quand même, si nous regardons aussi, il y a une chose, puisque mon cher aîné a parlé du développement, du besoin oui, pressant. est-ce que c'est de ça que le Béninois lambda, enfin, surtout dans les contrées, dans nos contrées, oui, c'est de cela qu'ils ont besoin? Malheureusement, je ne fais pas partie de la délégation, mais moi, par rapport à ça, personnellement, si j'étais convié à cette réunion pour promulguer, en tout cas pour expliquer ce que je connais de la loi, là, je peux leur dire oui. Parce qu'il y a une bonne partie de cette loi qui vient d'être votée, qui va améliorer les conditions de vie. Parce que les guéguerres politiques, c'est-à-dire quand nous prenons rien que la trêve peut régler un certain nombre de choses. Vous savez, pratiquement chaque saison de récolte, déjà d'arachides et autres, était des sujets de bataille politique pour les hommes politiques de notre pays. C'est-à-dire que le cultivateur, quand il est au champ, il est en train de se chiner sous la pluie, sous le soleil, on ne voit pas les politiques. Mais lorsque c'est le moment de récolte, on apparaît pour lui dire, écoute, tu n'as pas besoin de vendre au prix où le gouvernement a fixé, tu n'as pas besoin de vendre forcément par rapport aux orientations budgétaires. Et donc, c'est-à-dire, l'homme politique vient s'ingérer encore là et se joue les anges, franchement, et bouleverse tout dans la tête de l'homme au village. Donc, nos parents au village, on peut leur expliquer que ce qu'ils sont en train de faire, l'économie qu'ils sont en train de produire là, le fait que chaque saison, donc pratiquement chaque 6 mois, à chaque récolte, les hommes politiques sont derrière eux pour les drainer, parfois dans l'erreur. Je ne dis pas que tout ce qu'ils dénoncent est mauvais, mais ça crée une certaine perte de temps. Ça provoque en fait aussi dans la tête des psychoses dans la tête de nos parents. Et donc, oui, cette loi, oui, pendant 6 ans, en tout cas, pendant une trêve, on aura à s'occuper de comment on va faire pour que les choses aillent bien. Donc, d'une certaine manière, il y a des actes qui sont posés, donc, qui vont prendre corps lorsque la loi sera promulguée, qui vont régler le problème de la morosité économique que nous vivons au village et aussi un peu partout sur le territoire. D'une manière ou d'une autre, ils sont donc concernés par ce qui a été fait. C'est ce que vous dites. C'est les premiers concernés puisque par la loi, on veut régler, on veut protéger la population par rapport à la pollution politique auquel nous assistons. Voilà, Didier Makou, vous avez la parole. Merci madame. Si vous prenez la démarche qui est en train d'être observée, vous allez comprendre aisément qu'il s'agit d'abord d'une méthodologie qui n'est pas une nouvelle chose. Les députés sont dans leurs responsabilités. Les parlementaires sont dans leurs responsabilités. Quand une loi est votée, la logique voudrait que les parlementaires prennent leur bâton de pèlerin, aillent vers les populations, les expliquent de long en large les contenus. Et quand il s'agit de modification de notre loi fondamentale, il est primordial qu'on aille expliquer aux uns et aux autres, à nos populations à la base, ce qu'il en est. Et je voudrais dire que cette démarche répond à certains besoins. Il y avait besoin d'intoxiquer, de désintoxiquer, je vais dire, les intoxications qu'il y avait eu au niveau des populations. Pourquoi? Quand la proposition de loi, je rappelle cela, que c'est une proposition et pas un projet de loi. Quand la proposition de loi a été faite par les députés de la majorité et parlementaires, il y a de nos compatriotes, surtout les acteurs politiques de l'opposition radicale, qui, sans même lire le contenu de la loi, ont distillé dans l'opinion publique des informations qui ne sont pas vraies. Parlant du Sénat, par exemple, les gens sont allés jusqu'à dire que c'est une nouvelle institution qui s'arroge tous les droits de l'exécutif, ce qui est faux. Et sur beaucoup d'autres points, ils ont eu à dire des choses qui ne sont pas bien. Ils sont allés jusqu'à produire des fausses informations par rapport à une prise de position de Maître Dossou. Ils sont allés dire
qu'il a été contre. Il a fallu que l'intéressé même fasse une sortie pour dire je n'ai jamais dit quoi que ce soit à qui que ce soit. Regardez un peu là où les gens ont poussé le bouchon, juste dans l'intention de distiller de fausses informations aux populations. Donc, il est de la responsabilité de la majorité présidentielle, de la majorité parlementaire, d'aller vers les populations, de leur dire tout ce que vous avez entendu, rien n'en est. Et quand vous suivez la logique, c'est aussi aller vers les populations pour leur expliquer le contenu point par point. Quand vous suivez les reportages qui sont en train d'être diffusés un peu partout par rapport aux activités sur le terrain concernant ce point dont nous parlons ce soir, on explique aux populations, le Sénat, dans notre format à nous, qu'est-ce qu'il y a dedans. Quand on parle de la trêve, qu'est-ce qu'on y met? Quand on parle, je vais dire, du changement par rapport le septennat, on leur explique pourquoi il en est. Il fallait le faire. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Par rapport, je voudrais revenir sur un point que le doyen a souligné tout à l'heure. Dit, il n'y a pas de doyen ni aîné. Hein. Voilà, c'est un aîné, donc moi j'ai l'habitude d'appeler mes aînés ainsi. On ne s'appelait pas nos noms. Voilà. Avec tout le respect dû aux aînés. Hein. Oui, voilà. Donc, alors, d'accord, monsieur Kazimi, voilà. Et tout à l'heure, j'ai voulu revenir sur le point où vous soulignez que les populations n'ont pas besoin d'une telle explication, mais il s'agit de notre loi fondamentale, il s'agit de notre constitution. Et c'est vrai, j'aurais aimé qu'avant qu'on aille expliquer, qu'on fasse le vote, qu'on aille vers les populations et leur dire nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. Mais il ne faut pas oublier aussi que les députés ont reçu mandat des populations de prendre cette décision de prendre ces genre de décisions. Et il ne faut pas aussi oublier que la Constitution elle-même a prévu des mécanismes pour sa révision. Et parmi les mécanismes, nous savons qu'il y en a deux. Il y a la voie référendaire et puis il y a la voie parlementaire. Et si toutes ces conditions sont réunies et que les propositions qui ont été... Ce qui est sûr, les députés qui sont élus par les populations n'iront pas travailler contre ces populations. La même preuve, si tout ce qu'ils étaient allés faire, c'était vraiment contre la population, je ne suis pas sûr qu'ils auront le courage d'aller vers ces mêmes populations et leur expliquer aujourd'hui le bien fondé de ce qu'ils font. Je pense qu'ils auront honte de leur dire. Donc, mais quand vous suivez tout ce qui se passe sur le terrain, vous allez, vous regardez les images. Pour ceux qui se déplacent, ils vont à ces activités d'explication. Vous voyez la joie qu'il y a, vous voyez la convivialité qu'il y a, vous voyez l'accueil qu'il y a, vous voyez quand on finit d'expliquer, quand vous suivez les uns et les autres, les gens sont maintenant, ils disent, ah oui, c'était ça, et puis on n'avait pas compris, et on nous a dit ceci, c'est ça. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas oublier que cette révision de constitution vient dans un cadre où il y a trop de substitutions, on dit, bon, c'est fin de mandat, le président Talon ne voudrait pas quitter le Parlement. Nous savons que tout cela, c'est de l'intoxication, on essaie juste de distiller cela au sein de l'opinion publique pour dénaturer le bien fondé de ce qui est en train d'être fait. D'accord. Bon, la méthode Kazimi Péjor, on ne va pas pleurer sur le lait déjà renversé. Hein. Ils ne l'ont pas fait avant, ils ne l'ont pas fait de tourner d'explication avant l'adoption du test. Bon, après, on s'en contentera simplement. Maintenant, vous avez eu réponse à votre préoccupation qui était de savoir si les populations de Corvin, de Boycon, pourquoi pas de Zanyanando avaient besoin de Karimama. Pourquoi pas de Paraguay, tout ce que vous voulez, avaient besoin réellement d'une explication pareille. Quand vous me parlez il faut faire très pour aller travailler, vous pensez que le pauvre paysan qui est quelque part à Karimama, vous pensez que il s'occupe, le cultivateur, il s'occupe de vos guéguerres ici à Cotonou, vous pensez que c'est de ça il a besoin d'une trêve pour aller donc produire davantage le coton. Le Bénin a été la première puissance productrice du coton au niveau de la sous-région ouest africaine. On a fait une trêve pour avoir ça, les sojaculteurs. Ils ont besoin de cette trêve-là pour aller produire GDIZ, le fleuron de l'économie, le pôle industriel du Bénin, avait-on besoin d'une trêve pour construire ce pôle-là? Donc moi je dis, l'essentiel de ce qui nous regarde, notre génération, après 35 ans, c'est le développement.
C'est ce que je dis. Je n'ai jamais été contre une constitution révisée ou ne pas révisée. Non, ce n'est pas ça. Mais l'argument que vous évoquez, l'argument ne tient pas. Vous voulez réagir? Bon, on va passer au second angle. Je vois qu'il s'apaise un peu, comme c'est un peu comme orienté. En fait, je voudrais préciser, et je reprécise, ce n'est pas de la production, c'est-à-dire, j'ai bien précisé par exemple que la saison, c'est à la fin de la saison que les politiques viennent influencer l'orientation. Qui vous a dit ça? Non, je prends un exemple très simple. Dans ce pays, on a pris les décisions de ne pas laisser couler autrement, donc dans l'informel, les productions, donc le soja. Et l'État a mis les moyens pour canaliser afin que ce que les enseignants nous ont appris depuis le primaire, pour dire que pour aller à la production, à la richesse, il faut aller au secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, 35 ans de démocratie dont vous parlez là, c'est à la 35e année que nous sommes en train d'avoir une zone industrielle qui porte et qui rivalise, qui soit compétitif. Et pour que ça tourne, c'est-à-dire pour que l'économie, les premiers que nous sommes dans les cotons là, pour que ça puisse profiter aux Béninois jusqu'aux cultivateurs, d'accord, par rapport à l'assurance maladie, tout le reste là, il faut que tous les soja qu'on a produits là puissent transiter par GDIZ, tout au moins, pour faire de la valeur ajoutée et profiter au pays tout entier. Malheureusement, cette trêve qui était importante, que je suis en train de défendre dans le projet de révision, qui demande à ce qui est plus, c'est-à-dire cette balade, à comparer par exemple à ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, cette balade, ceux-là débattent pour soutenir et dire aux populations que ils ont le droit de ne pas remettre, c'est-à-dire de ne pas suivre la ligne de développement prévu. Excusez-moi. Qui ne peut pas, qui ont le droit de ne pas suivre et qui peuvent aller vendre, n'est-ce pas, et leur soja au Togo et ailleurs. Alors que vous et moi, nous savons très bien, et vous connaissez mieux que moi en matière de l'économie, que si le premier que nous sommes en coton, le premier que nous sommes dans soja ou quoi que ce soit, doit profiter au Bénin, donc il fallait justement que ça transite par ce circuit de l'industrialisation. Mais à cause du soutien politique sans ambition pour le Bénin, mais juste pour de la compétition politique, les gens sont capables de dire ce que eux, lorsqu'ils auraient le pouvoir en main, ils n'autoriseraient pas. D'accord. Et donc, par rapport à ça, moi, je trouve, et je défendrai même les yeux fermés, même si on ne me remet jamais, d'accord, le document qu'on a voté à l'Assemblée nationale, du moment où j'ai entendu dire qu'il y a une loi désormais qui permet à ce que l'arachide qu'on fait chez moi à Covelantala profite véritablement aux Béninois et que ça nourrisse jusqu'à Tchoumi les Béninois et que pour ça, on a dû encadrer par la loi cette forme de fonctionner politiquement, je vais soutenir. D'accord. Vous voyez. Donc oui, voilà un peu. Vous réagissez pour qu'on aille sur le second angle de notre sujet. Oui, il fallait que je revienne sur le point souligné par M. Kazemi. Tout à l'heure, il faut comprendre que nous ne sommes pas là pour défendre les yeux fermés. Nous défendons selon l'objectivité, selon les réalités de notre pays, selon ce que nous souhaitons pour notre pays. Je viens de dire tout à l'heure que la sortie des députés, c'est d'abord un acteur politique qui répond à un fait. Et le fait, je l'ai souligné. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avant même que la loi, cette révision ne soit votée, les députés qui sont quand même montés, ceux qui sont les porteurs de la loi, sont montés au créneau, on dit, nous avons déposé une proposition de loi, il y a tel point dedans. Ça veut dire que tout le monde a une idée quand même au moins des points qui sont modifiés. Mais qu'est-ce que nous avons constaté de l'autre camp qui a distillé des informations qui ne sont pas du tout vraies? Et je suis allé jusqu'à dire tout à l'heure qu'ils ont même prêté des intentions à une personnalité qui n'est pas la moindre ici. Ils ont publié, et puis voilà. Et après, c'est l'intention qui est sorti pour dénoncer, pour dire, mais je n'ai jamais dit ça. Oui. Ça veut dire que l'intention derrière, c'est de torpiller carrément ce qui a dit. Et quand la loi a été votée, la loi a été adoptée au Parlement, ça a continué. Les gens ont continué à distiller dans l'opinion publique des fausses informations. Est-ce que la mouvance c'était par rapport à ce qui se dit là? Il fallait sortir. Yeah. Il fallait sortir, aller vers les populations et leur dire, mais ce qu'on vous dit par rapport à ce que nous avions fait, ce n'est pas ça. C'est ce qui est en train d'être fait. Donc il n'y a même pas de débat par rapport
sur cette histoire. D'accord. Alors, pendant que la majorité travaille à faire comprendre le test aux citoyens, il y a des recours qui contestent la forme devant la Cour constitutionnelle. Je commence par vous, Monsieur Mankou. Pour vous, dans quelle mesure ces recours, si bien évidemment elles sont jugées recevables, remettent-elles en cause la validité peut-être de l'ensemble du processus de révision mené par le Parlement? D'abord, observons que quand vous prenez l'ensemble des recours, de tout ce qui a été reproché à la loi qui est votée, dans l'ensemble, qu'est-ce qui est dit? C'est tout ce que nous avons toujours entendu, les histoires qu'on a entendues avant le vote, après le vote. Vous entendez, bon, les gens qui vont faire recours disent que le courant est coupé. Bon, j'ai fini par comprendre qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qui est reproché. Donc, c'est des histoires qu'on a entendues jusque-là. Maintenant, c'est à la Cour de voir dans l'ensemble alors ce qui a lieu. Le rôle de la Cour, c'est pas à nous d'en juger, mais ce que nous observons en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'observateurs politiques aussi, c'est que l'opposition radicale est dans son rôle de toujours peindre tout en noir. Il n'y a pas que l'opposition qui a déposé des recours. Je sais qu'il y a des citoyens aussi, je sais qu'il y a des citoyens aussi. Bon, je m'imagine un peu peut-être les obédiences politiques, mais ce que je sais, c'est des citoyens. Les citoyens, mais les observations qu'ils ont portées sont des observations qui étaient déjà portées par nos amis de l'opposition radicale. Je vais parler précisément de mes chers amis LD. Donc, quand vous prenez, il n'y a pas de nouveau, la Cour va certainement voir tout ça et, comme je viens de le dire, c'est le rôle de la Cour. Nous allons observer, nous n'avons pas à opiner sur ça. Mais je note qu'il n'y a pas de nouveau, c'est toujours tout ce qui a été raconté tout le temps, et avant le vote, après le vote. Mais ce qu'il faut noter est que tout ce qui a été dit, en réalité, rien n'est vrai. Je n'étais pas là-bas. Mais j'ai remarqué que juste après le vote, il y a les députés LD qui sont montés au créneau, dénoncés, dit qu'il y avait une coupure, et puis voilà, il y a eu le courant, ils sont même allés, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Après ça, nous avons vu la sortie des députés de la majorité, surtout l'honorable Aden Aladati, qui a souligné, qui a expliqué clairement que quand on parle de coupure, que c'était... Il a bien expliqué quand même. Je m'attendais à ce que nos amis de l'autre camp reviennent à la charge pour dire, mais ils ne sont pas revenus. Ils auront à la Cour peut-être le faire. Bon, on verra. Chacun se défendra. On verra bien. Oui. Roméo, je demandais, est-ce que ces recours pourraient remettre en cause la validité de ce qui a été fait au Parlement le 14 novembre 2025? Si entre-temps la Cour donnait raison à ceux qui l'ont sollicité, puisque la Cour est, en tout cas notre papa et notre maman, nous tous au Bénin ici, et les décisions de cette Cour-là sont sans recours. Mais permettez-moi de vous dire aussi que j'apprécie la démarche de tous ceux qui ne sont pas d'accord par rapport à un état de droit. C'est-à-dire, je ne cesserai de le dire, il faut aller là où il faut pour aller se plaindre lorsqu'on trouve qu'il y a quelque chose, il y a de quiproquo par rapport à des démarches qui ont été menées. Mais toujours est-il que c'est le contenu, en fait, distillé et le contenu des plaintes qui, moi, me font sourire. Parce que quand je prends, voilà, le contenu me fait sourire du moins, pardon. Parce que quand je prends les politiques, puisque eux, ils ont eu le temps de faire conférence de presse, ils ont eu le temps de prendre la parole dans l'espace public, c'est que je ne les vois pas sur le contenu de la loi. Je ne les vois pas dénoncer des articles qui ont été proposés, débattus par eux. Et ils n'expliquent même pas à la population pourquoi eux, ils avaient désiré voter contre. Et donc, ça, moi, dans ma tête, je les écoutais et je suis resté sur ma soif. Et j'espère que si l'audience était publique, je vais assister pour voir pourquoi est-ce qu'eux, ils n'étaient pas d'accord par rapport à ce qui était dans le contenu. Maintenant, pour qu'on vienne nous dire, alors que là encore, c'est un peu nous glisser sur des pots de banane. Sinon, le vote était secret. Et s'ils ont sorti des récriminations, c'est à croire que, et quand j'ai écouté certaines personnes qui avaient dit certains députés qui avaient dit des choses dans le domaine public, ils ont dit que eux, ils ont eu de procuration, ils étaient sûrs que les 22 là avaient voté contre.
et qui ne savent pas par quelle magie, après les coupures, il y a eu 3 personnes d'entre eux qui seraient allés voter. Et là, moi, j'ai été choqué, parce que dans près de 15 minutes de speech, je n'ai pas vu, à cause de tel article, à cause de ceci, et que nous, on avait proposé ceci qui n'est pas pris en compte. Nous, on s'est abstenu. Alors, je me suis demandé, alors, comme j'ai l'habitude de le dire sur les plateaux, ces députés sont allés gaspiller la voix de ceux qui leur ont fait confiance. Kazmi Kodja, quelles sont les chances de succès de ces recours qui évoquent, entre autres, des vices de procédure, de forme, si vous voulez, et des questions de fond, notamment sur les articles 154, 55, etc. Il y a plusieurs articles qui ont été cités dans les recours. Il faut déjà dire que c'est le chef de l'État qui demande que la Cour contrôle la constitutionnalité. Nous avons 100% de chances que ces recours-là aboutissent. Et que ces recours aboutissent soit à la conformité de la loi à la Constitution, ou bien que cela ne soit pas ainsi. De toutes les façons, la Cour va rendre une décision pour déjà ce que le chef de l'État a demandé. Maintenant, pour ce que le parti, un certain parti, les démocrates ou des citoyens béninois ont demandé, attendez, savez-vous que le jour du vote, et c'est ça que je dis, le secrétaire parlementaire, en montrant à la face du monde que lui, son vote la fois, il a voté oui. Nous avons voté ensemble à l'unanimité un texte qui dit que le vote est secret. Et si moi j'étais au niveau des partis, les démocrates, c'est ça là je vais brandir. Donc, si vous n'amenez pas les bons recours à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle va rendre sa décision et vous ne serez jamais satisfait. Et l'opinion publique nationale et internationale va toujours penser que l'opposition est brimée dans ses intérêts parce que vous ne savez pas ce qu'il faut aller dire. comment vous pouvez aller à la Cour dire que couper courant? C'est ça là, c'est des arguments ça là. Qu'il y a une voix de plus ou de moins, ça là, c'est pas des arguments. Il a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec lui. Vous allez maintenant au recours, c'est pour aller présenter quoi? Vous avez présenté quoi dans cette constitution? Pourquoi vous voulez voter contre? Nous avons 100% de chances que la Cour rende une décision. 100%. Maintenant, que la Cour rende cette décision en faveur de les démocrates, ça, c'est pas une évidence. Et c'est ça que je suis en train de démontrer. Parce que les arguments que vous devez présenter et avoir raison sur vos concurrents ou, je ne sais pas, le parti en face, vous n'avez pas brandi ces arguments. C'est ça que je suis en train de montrer. Si aujourd'hui, les députés de les démocrates ont présenté un livret purement développement, je dis quelque chose, ils ont dit Sénat, eux ils ont dit Sénat. Nous sortons un document qui dit notre Sénat à nous va ressembler à des instances comme la Cour, du moins la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers, Donc désormais, c'est ces chambres-là qui vont voter des lois qui seront donc applicables. Cela protégerait les investisseurs, cela va protéger l'économie. Voilà. Et vous argumentez, vous donnez du contenu. Si vous avez ce livret que vous souhaiterez qu'on glisse dans la Constitution, parce que une loi que vous votez aujourd'hui, le président qui va venir dans 50, bon, du moins dans 7 ans, dans 14 ans, n'est pas tenu de respecter cette loi et peut prendre une autre loi contraire. Et que quand c'est dans la Constitution, on a compris que durant 35 ans, le Béninois politique respecte mieux ça. Et que c'est pour cela que nous avons fait. Votre argument est solide. Ces messieurs ne travaillent pas pour donner raison au peuple dans ses aspirations. C'est ce que je tente d'expliquer sur ce plateau. Donc, pour que cette constitution puisse, pour que ces recours-là puissent aboutir, voilà des éléments d'argument. Moi, je ne suis pas un sachant, je ne suis rien. Mais voilà des éléments d'argument qu'il fallait mettre dans vos recours. Mais ils n'ont pas fait ça. C'est pour aller dire que la SB2 a failli et que, d'abord, ce n'est pas un groupe électrogène que nous avons à l'Assemblée nationale, c'est un générateur que nous avons. Et même si c'était un générateur, même si c'était une centrale, c'est conçu par un homme. Il y a une faillite. Allez, on retiendra que la majorité parlementaire ainsi que le gouvernement travaillent donc à faire comprendre ce texte, cette posture ou cette démarche n'a pas fait l'unanimité sur ce plateau. Pendant ce temps, il y a des recours à la Cour constitutionnelle pour donc, on va dire, s'opposer à certaines procédures, des recours sur la forme et également sur le fond. On attend donc le juge constitutionnel dans sa réponse ou dans son
verdict. On va passer à notre second sujet prévu pour les échanges de ce soir. Je vous présentais tout à l'heure le contexte. Le gouvernement, vous le savez, a présenté au Parlement le projet de loi de finances pour l'année 2026. Si les grandes orientations maintiennent le cap d'une gestion macroéconomique rigoureuse, la gestion 2026 se veut résolument social, en tout cas au vu de certains projets qui sont reconduits, le microcrédit à la FIA, l'assurance maladie universelle, le programme alimentaire scolaire qui prévoit même de passer à 2 repas chauds. L'objectif est donc de renforcer la transformation structurelle de l'économie tout en répondant évidemment aux besoins directs des citoyens. Je commence par vous, Kazmi Pédjor. Alors au vu de ces éléments qui sont reconduits, logique au vu de l'investissement du gouvernement depuis le mandat du chef de l'État Patrice Talon. Et c'est ça qui me fait plaisir. Je suis dans mon sujet. Et c'est là que vous allez me sentir. Parce que les questions politiques ne nous donnent pas à manger. Vous voyez, Madame Angèle, 1233 milliards, 260 millions de francs CFA qui seront injectés directement dans le social. Et ces messieurs qui ont réfléchi à un programme aussi magnifique, je ne fais pas leur éloge. Mais je vous dis, ces messieurs qui ont réfléchi à ça nous parlent donc de dépenses à sensibilité sociale. Durant 2026, les Béninois auront à toucher dans leurs poches, dans les ménages, 1233 milliards, s'il vous plaît, contre 1107 milliards pour l'année où nous sommes. Vous l'avez dit, nos enfants, nos bouts de chou vont manger 2 repas chauds. Vous l'avez dit, l'assurance maladie serait une réalité. Vous l'avez dit, la santé, les affaires sociales avec les microfinances. C'est ça, moi, je veux aller expliquer aux populations. C'est ça, j'aurais voulu que les députés descendent sur le terrain pour aller expliquer comment ça va se passer, pour qu'on garde un œil vigilant sur ceux qui viendront injecter ces liquidités-là en nous. Peut-être que vous ne l'avez pas aussi dit. Les AME, ils vont quitter le statut de AME. Hein? Ils seront bien logés. Il y a au niveau donc du cadre de vie, de l'énergie. Madame, c'est du sérieux, c'est du concret. Ça là, ça intéresse les Béninois. Ça là, ça intéresse les Béninois. Donc véritablement, nous ne pouvons que dire déjà, d'ores et déjà, bon vent à ce projet de loi de finances qui installe en son sein un budget de plus du tiers, sinon à peu près le tiers consacré à nous-mêmes. Les Béninois vont se sentir dans ce budget. On aura de l'électricité, on aura les infrastructures routières. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si ce n'est pas que les députés de l'autre côté là, les LD là, nous allons les solliciter. Le document, il est disponible. Qu'ils se rapprochent de ces différents ministères-là, qui prennent connaissance de ce contenu-là pour comprendre qu'est-ce que le ministère de l'économie et des finances est en train. Et si vous voulez, nous allons vous présenter ici ce que a été le volet social depuis 2000. On est parti de 375 milliards en 2017 pour être aujourd'hui à 1233 milliards. Pour les Béninois, mais on n'a pas le temps pour véritablement décortiquer ça. Mais chère population, suivez et que véritablement vous ne soyez pas dans cette euphorie, que vous marquez une trêve dans votre vie politique et que vous vous consacrez au projet de loi de finances 2026 pour voir quels seront ces apports sur le panier de la ménagère, sur votre santé, sur votre sécurité, mais aussi sur votre cadre de vie, sur les produits que vous allez transporter de votre champ vers Cotonou, vers Glodjibé, etc., etc. C'est beaucoup de choses. Merci. Oui, Roméo Aïssigui, vous avez la parole. J'ai eu beaucoup de joie à écouter mon aîné Kazmi Pédjor. Et je crois que ce nom doit être de chez moi. Hein. Donc, je me réjouis. Chez vous, c'est où? Oh non, on va pas faire ce débat. Et je me réjouis. Et je l'ai écouté, je suis resté sur ma soif. Vous n'avez plus rien à dire? Non, c'est pas ça. Je suis resté sur ma soif parce que moi, je ne suis pas surpris, je ne suis pas enthousiaste par rapport à ce tableau auquel nous assistons, qui d'abord est le résultat de 10 années de labeur de Patrice Talon.
Donc, d'où la question précédente, logique au vu de l'investissement déjà mis en place depuis 2016. Enfin, et je voudrais aller vers votre réponse en disant que je disais tout à l'heure que je suis resté sur ma soif, puisque M. Kazmi Kédio n'a pas dit aux populations tout à l'heure d'où viennent les 1300 milliards dont il parle. D'où viennent, pardon, les 1300 milliards dont il parle. Ça là, c'est justement à cause d'un programme vraiment structuré, planifié, et que ce n'est pas des prêts. C'est surtout ce que nous contribuons, c'est que la transformation des produits de nos villages jusqu'à Golo-Djigé et sortant même vers l'exportation produisent, qui est retourné à la population pour toucher la vendeuse de Koulikouli à Goni. Donc, pour dire d'une certaine manière, ça appelle à la responsabilité toute la population, surtout les hommes d'affaires. Ça appelle à la responsabilité morale de tous ceux qui doivent s'acquitter de leurs impôts pour que, effectivement, nous puissions régler ce problème-là et passer, ne serait-ce que dans les mandats à venir, à plus de 2000 milliards pour régler véritablement les problèmes. Puisque vous le savez très bien, avec tous les éloges que vous avez fait de ce que nous espérons là, ceux qui l'ont produit ne sont pas encore satisfaits puisque ça ne va pas toucher tout le monde. Et tant qu'il restera même 1% de Béninois qui ne soient pas touchés par ce programme, c'est qu'il reste à faire et tous les Béninois doivent répondre. Mais il faut dire félicitations à ce gouvernement qui a su gérer, surtout ce ministre des Finances, qui a su gérer les biens communs, le bien public, au point où on ait des réserves pour retourner gratuitement à la population, surtout aux démunis, et qui impacte d'ailleurs tout le monde, puisque lorsqu'on commence à soutenir celui qui a l'habitude de te demander de l'argent, c'est qu'il ne va plus te demander de l'argent, donc même le riche et le moins riche est impacté par cette action sociale et tout ce qui est programmé, ce que nous voyons déjà et que nous prions que ça se multiplie. Didier Mankou, interrogeons peut-être l'efficacité, par exemple, du microcrédit à la FIA. Après plusieurs années, le microcrédit à la FIA est reconduit et d'ailleurs renforcé. À votre lecture, à vous, ce projet produit-il, on va dire, les résultats escomptés en termes de création réelle d'emplois et d'autonomisation, etc., d'inclusion financière également, ou est-il perçu par la population comme une simple assistance financière? Avant de répondre à votre question dans le fond, permettez-moi d'abord d'aborder un aspect que chaque fois nous entendons et les gens dire que le régime de la rupture, c'est un régime qui ne fait pas du social. C'est le discours que nous entendons. Et tout à l'heure, je parlais de l'opposition, c'est ce qu'on essaye de dire aux populations. Vous êtes en train de constater avec moi aujourd'hui, surtout avec le budget qui sera voté, que carrément plus d'un tiers de ce budget-là sera consacré exclusivement au social. Ça veut dire que l'argument que le régime n'est pas social ne tient pas la route. Quand nous parlons maintenant de microcrédit à la FIA, sur cet aspect-là aussi, rappelons que quand le président Patrice Talon est au pouvoir, il a trouvé certains programmes qui étaient déjà en cours du domaine social. Il n'a pas, disons, fermé ces programmes. Bien au contraire, ces programmes ont été maintenus, améliorés, perfectionnés pour répondre de manière efficace aux besoins et de manière aussi, je vais dire, répondant à la dignité de nos populations. Parce qu'il ne sert à rien qu'on distribuait 30 000 à nos mamans et qu'on braquait les caméras sur eux, il faut danser, rester sous le soleil et puis voilà, on prend 30 000 et tout le monde sait. Aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. On est allé à 50 000, on a quitté 50 000, on est carrément à 100 000, 200 000. Oui, la phase de donc vous voyez, et tout ça sont des caméras de propagande. C'est ça qu'il faut souligner, c'est ça le vrai social. Oui, excusez madame, le social qui respecte la dignité humaine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc dire que le régime n'est pas social, c'est un faux débat et aujourd'hui nous en sommes tous convaincus. Je suis sûr que tous les Béninois qui nous suivent, vu les chiffres et vu la réalité aussi, le perfectionnement de tous ces programmes sociaux, de tous ces programmes qui vraiment emballent la population dans cette protection sociale, qui est d'ailleurs le devoir de l'État et que l'État le fait si bien, confirme aujourd'hui que nous avons un régime qui a toujours prioriser le social et qui a toujours travaillé à préserver la dignité de notre population face à cette question. Est-ce que avant de venir dans les objectifs sont atteints? Clairement, parce que c'est ça aussi la différence avec le régime de la rupture. Le régime de la rupture, les programmes
sont suivis de près, sont évalués. Peut-être pas trimestre, ou bien de manière annuelle, on suit le programme, on voit si ça a vraiment un impact qui permet à nos populations vraiment de sortir de la pauvreté. Et je crois que c'est toujours dans le but d'améliorer, de perfectionner, pour atteindre quand même un résultat beaucoup plus significatif qu'on a. Nous parlions de microcrédit à la FIA, qu'on a essayé de remonter un peu la caillotte, c'est toujours dans ce sens-là. Et quand vous prenez le programme BSOK, vous avez vu que c'est étape par étape. Donc ça veut dire qu'il y a un objectif, et puis il y a un processus en cours, et puis il y a une organisation qui vise quand même l'atteinte d'un objectif fixé. Oui, Casimir Péjon, nous sommes en train de faire le dernier tour le dernier tour de table. C'est mon observation. Je suis patience que vous me posiez la question que vous avez posée tout à l'heure mon vis-à-vis. Donc, Madame Angèle, allez un peu plus vite pour que je gagne du temps à expliquer. Casimir, de toute façon, vous avez la parole. Et je nous rappelle que nous sommes au dernier tour de table. Oui, je vous donne la parole sur cette question. Alors, est-ce que nous avons atteint les objectifs? C'était quoi ces objectifs? C'était de corriger quelque chose. C'était de mettre un thème définitif à une propagande politique sauvage, de type sauvage. Ah, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau supérieur parce que désormais la politique a été rangée de côté et on s'est occupé de l'industrie de la microfinance. Aujourd'hui, il n'est plus question pour une seule dame de penser que ces microcrédits de Boni Yahi ou bien de X et de Y. Le taux de remboursement, s'il vous plaît, le taux de remboursement des fonds alloués aujourd'hui a oscillé. Au point où on n'a même pas besoin des institutions internationales ou sous-régionales pour venir certifier, comme cela se faisait par le passé, pour venir donc certifier la crédibilité, la solvabilité de ces dames-là. Au point où aujourd'hui, ces dames peuvent migrer du portefeuille de l'État vers le portefeuille des banques et structures de microfinance en République du Bénin. Oui, madame, qu'est-ce qui a véritablement changé? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est de dire aux populations que Patrice Talon a dit aux structures qui prêtent l'argent que je ne veux pas entendre parler d'un taux d'intérêt de 2 chiffres. Chère population, je vais vous le dire. Il ne me revient pas de faire le bilan de Patrice Talon, mais je dois promener ma plume dans ce que j'ai vu. Et j'ai vu que durant 10 ans, personne n'a pris 5 francs chez l'État et a payé un taux d'intérêt de 10%. Talon a refusé. Et il a suivi ça de très près. Le gouvernement a refusé et toutes les instances qui sont chargées donc d'allouer ces sous-là aux populations ont respecté cela. Ça, c'est des objectifs qu'il faut saluer. Dans un pays où le taux donc fixé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest oscille autour de 14 et 23%, que le chef de l'État béninois décide de maintenir ce taux-là en dessous de 10%, je crois que c'est un objectif majeur. Et au-delà de ça, je m'inscris en vrai dans ce que mon vis-à-vis vient de dire. Eh bien, nous sommes passés peut-être de 30 000, 50 000 à un seuil aujourd'hui de 200 000 francs CFA, sans que la cagnotte ne soit émincée, sans qu'on ait des problèmes de faire appel à des structures extérieures. Aujourd'hui, les microfinances sont alimentées au budget national. Il a commencé par le dire. Ça, c'est un motif d'encouragement pour le gouvernement, que nous-mêmes, nous finançons nos programmes de gouvernance, nos programmes à caractère vraiment social. Je crois que c'est une très bonne chose, que je ne suis pas en même, en tant que journaliste spécialiste des questions économiques, d'ovationner, mais je présente cela comme des acquis qu'on doit expliquer pour que nous payions nos tasses, pour que nous payions tout ce que nous avons, pour permettre donc à l'État de pouvoir impacter la vie des Béninois. Et nous vous rassurons que nous reviendrons sur le sujet une fois le budget adopté pour l'exercice 2026. Ça, ce sont quelques éléments qui renforcent donc le cadre social, le microcrédit à la FIA, l'assurance maladie, le programme Bouissoké, le programme alimentaire scolaire et bien d'autres programmes qui sont prévus donc dans ce... Il y a des programmes qui sont prévus pour des professeurs d'université qui sont à un salaire supérieur
parfois à 1 million de Merci francs Kazmi CFA. Pédion. Merci à vous Roméo Aïsségbé, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Bon, moi, je voudrais rappeler que c'est-à-dire tout ce résultat est fait du fait qu'il y a une planification, d'abord, une bonne étude qui a été faite, sociologique, pour aider d'abord ces bénéficiaires à sortir du seuil de la pauvreté. C'est-à-dire que les tout premiers soutiens qu'ils ont reçus leur ont permis de ne pas verser le capital qu'ils ont fini par prendre dans les besoins quotidiens de leur ménage. Et quand vous écoutez les témoignages, c'est qu'il y a une formation derrière qui ont permis aux bénéficiaires, donc hommes et dames, de savoir manipuler véritablement les montants reçus et que les bénéfices leur profitent justement par rapport à cette barrière qui est levée, cette injection supplémentaire que le gouvernement a fait pour maintenir le taux applicable en dessous de 2 chiffres qui permet, n'est-ce pas, à toute la population d'en jouir. Et donc c'est tout bénéfice pour l'État, c'est tout bénéfice pour Patrice Talon et qu'il aille dans le triomphe comme il a souhaité au début de son mandat. Merci à vous, merci à chacun de vous, Kazmi Pédion, Didier Macour, Roméo Aïsségbé, respectivement analyse politique, acteur politique, journaliste et analyse politique. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le débat de ce mardi 25 novembre 2025. On se retrouve donc jeudi pour un autre numéro de votre débat du soir. Nous vous rappelons que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube Télébénin, et sur notre application Télébénin que vous pouvez télécharger. Télé avec vous pour vous, nos programmes se poursuivent.